Vous avez réalisé un documentaire diffusé en mai 2016 sur Arte, Trop noire pour être française. Est-ce que le livre que vous publiez aujourd'hui et qui a le même titre est la suite ou bien est-ce que c'est différent et en quoi c'est différent? Alors c'est vrai que le titre est le même, la grande trame un peu est la même, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être noir aujourd'hui en France. En même temps, le livre est très différent du film. Qui à la fois contacté des sociologues, des historiens et aussi des témoignages d'autres personnes pour un peu brosser un tableau de la situation ou du rapport en tout cas de la France avec ses citoyens noirs, alors que dans le livre, je suis vraiment dans une écriture autobiographique où là, j'accepte de me dévoiler davantage que dans le film, et pour vraiment raconter, disons, mon parcours, mon cheminement sur cette question-là, ou comment une petite fille qui finalement grandit dans un milieu très blanc, très occidental, où ces questions de, on va dire, peut-être d'identité, ces questions liées à la race, mais la race comme la nomment les sociologues, c'est-à-dire en fait le poids historique, social et politique des différences de peau. Et donc, je creuse un peu tout ça, mais effectivement à travers mon expérience propre, pour d'une certaine façon dégager les questions auxquelles on est confronté, les difficultés auxquelles on est confronté, et proposer aussi, j'espère, quelques pistes de réflexion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une minorité noire et qui est noire française. Ce ne sont plus des immigrés, ce ne sont pas des Africains, ou ça peut être des Antillais, mais c'est vrai que souvent les Antillais sont perçus comme s'ils étaient étrangers alors qu'ils sont français. Donc là, c'est vraiment des personnes qui se sentent françaises, mais qu'on ne considère pas complètement françaises, parce que du fait de l'histoire, il y a une sorte de préjugé ou de présupposé que quelqu'un de noir appartient à un ailleurs, en tout cas pas, pas à la France. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser le documentaire puis à poursuivre en écrivant le livre? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que c'est lié à votre vie ou bien à l'actualité? Disons qu'à l'origine du film, il y a eu un engagement personnel militant contre effectivement des propos racistes qui avaient été tenus publiquement à la télévision. Et j'avais été choquée, mais plutôt par le manque de réaction que cela provoquait. Et bien que je n'avais aucune expérience militante, j'ai décidé d'agir parce que je me suis dit il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser passer ça. Et c'est vrai qu'au terme de cette expérience, qui quand même, je pense, m'a pris 6 mois de ma vie, je me suis dit finalement, est-ce que ma position, elle est vraiment juste à cet endroit-là? Moi, je suis avant tout une artiste, une créatrice. Est-ce que finalement, si je veux apporter ma pierre à l'édifice, ou en tout cas travailler sur ces questions, est-ce que c'est réellement en tant que militante que je dois le faire, ou plutôt en faisant ce que je sais faire, c'est-à-dire raconter des histoires, que ce soit à travers un film ou un livre. Et là, je me disais que voilà, c'était peut-être plus juste pour moi de le faire à cet endroit-là. Dans votre livre, vous racontez très bien les histoires, vous racontez votre enfance, le milieu de la grande bourgeoisie française, choyée, privilégiée. Et puis un jour, vous êtes dans une école privée, assez petite, et vous prenez de plein fouet votre couleur de peau. Vous nous racontez ce qui s'est passé ? En fait, je devais avoir 6 ans et effectivement, j'étais dans une école privée catholique. Et donc, chaque année, pour Noël, on faisait une crèche vivante. Et donc là, cette année, c'était le tour de ma classe. Et moi, effectivement, je rêvais de faire Marie et puis surtout de pouvoir tenir le petit Jésus dans mes bras. Et la maîtresse m'a dit, ah ben, toi, tu vas faire Balthazar, le roi mage venu d'Afrique. Et je ne comprenais pas pourquoi, j'étais outrée, mais outrée par le fait de devoir interpréter un garçon. Moi, c'était surtout ça. Pourquoi est-ce qu'on m'oblige à jouer le rôle d'un garçon alors que je suis une fille?
La maîtresse me dit, bah oui, mais on n'a pas d'autres élèves noirs, donc tu vas faire Balthazar. Et c'est vrai que dans ma famille, il y avait des blancs, il y avait des noirs, des métis, donc moi je raisonnais pas en ces termes-là. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette couleur de peau pour que tout d'un coup ce soit beaucoup plus important que tout le reste qui me compose. Et en fait, j'ai pas eu les réponses, y compris de la part de mes parents. Je n'avais jamais pris conscience que j'étais noire. Je voyais que ma peau était marron, mais ça n'avait pas plus d'incidence que ça. Alors, elle était peut-être, du fait d'une histoire familiale un peu particulière, elle était peut-être jugée un peu trop marron, mais elle était marron. On ne me parlait pas du tout en termes comme ça de différences raciales. Ce qui est amusant, c'est lorsque vous retournez en Côte d'Ivoire. Là, c'est en sens inverse. Vous n'êtes pas noire, mais vous n'êtes pas blanche non plus. Vous n'êtes pas très bien accueillie, ou du moins, vous n'êtes pas aussi bien accueillie que vous l'espériez. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, je suis vue comme noire de peau, donc je suis noire, mais une noire qui se comporte comme une blanche. Donc, une noire qui d'une certaine façon, veut se faire passer pour plus ou pour mieux que ce qu'elle est, ce qui effectivement est très particulier et qui, c'est ce que j'explique dans le film, pour moi dénote d'une forme de complexe hérité de la colonisation où on place le blanc à une certaine place, donc c'est-à-dire à une position plutôt élevée. On se place soi-même en dessous, et tout d'un coup, quand vous avez quelqu'un qui cumule effectivement une peau noire et une culture occidentale, ça peut être mal perçu, on vous le reproche, ou on croit que vous voulez faire un déni d'identité ivoirienne, que vous avez honte de ce qui est ivoirien. Moi, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à vivre en Côte d'Ivoire. J'avais toujours vécu jusque-là en France ou en Europe. J'étais élevée dans une culture occidentale, y compris au sein de ma famille. Donc j'arrivais, j'étais juste moi-même et je ne hiérarchisais absolument pas les identités, voilà. Mais effectivement, ça a été perçu comme ça. Et donc c'est là où tout d'un coup vous vous rendez compte à quel point finalement la colonisation, et avant l'esclavage, mais vraiment en Afrique, la colonisation a imprégné les esprits, a transformé jusqu'à la psyché des gens et a laissé vraiment des stigmates. Et ici, je dirais en France, c'est exactement la même chose, que ce soit dans le langage, que ce soit dans la culture. Je veux dire, dans la culture populaire, on a une représentation des Noirs qui est très directement héritée de toute l'imagerie qui a été construite au moment de la colonisation pour la justifier. Mais comme on ne le dit pas, les gens n'en ont pas conscience, voilà, et du coup le reproduisent, et donc après c'est comme ça qu'on en arrive à des stéréotypes à l'encontre des Noirs, le Noir rieur, le Noir paresseux, le Noir sauvage, le Noir bon enfant, enfin toutes ces choses qu'on continue d'entendre aujourd'hui. Merci Isabelle pour toutes ces explications. Alors, une dernière question, est-ce que vos enfants ont lu le livre? Ah oui, ils savent pas. Non, c'est réglé, ils savent pas encore lire. En revanche, quand j'ai ramené les premiers exemplaires à la maison, ils en ont pris un chacun, qu'ils ont demandé à ranger dans leur chambre. J'ai dit, mais vous savez pas lire? Ils ont dit, oui, mais ça nous concerne. Donc on le garde.